Hélène Buzzetti, Chantal Hébert, Paul Journet, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas clair pour moi si les Américains ont demandé formellement au Canada par des canaux. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que Trump, contrairement à ce qu'il a fait avec le premier ministre britannique, n'a pas demandé directement à Carney que des navires canadiens, que des frégates se rendent dans le détroit d'Ormuz. Mais ma question, Hélène Buzzetti, est-ce que ce débat-là, dans les prochaines heures, ne risque pas de prendre l'ampleur parce que Trump, manifestement, il veut se fabriquer une coalition rapidement, là? Bien, ce qui aide probablement le gouvernement, c'est que ça ne siège pas cette semaine, donc il n'y aura pas les questions incessantes de l'opposition. Vous savez, Donald Trump, quand même, il m'a l'air de faire le même processus qu'habituel. Il fait des menaces publiques, mais qui, en fait, témoignent de négociations qui ont déjà lieu en coulisses. Regardez ce que le premier ministre de Grande-Bretagne a dit, qu'il y a déjà des discussions avec les alliés pour concocter peut-être une alliance maritime là-bas pour protéger les navires. Alors, il y avait quelque chose qui était en cours et moi, ça me donne l'impression que M. Trump veut faire des menaces pour ensuite, si la chose devait déboucher, pouvoir dire, voyez, c'est parce qu'on m'écoute, parce que je suis fort, parce qu'on me respecte. Je pense qu'il y a un petit peu de fanfaronnade de ce côté-là. Mais effectivement, puis il y a aussi, le Canada... Excusez-moi, Hélène, il y a aussi un gâchis au détroit d'Ormuz, puis il essaye de faire partager la facture à plusieurs, là. Ah oui, mais absolument. Et il y a probablement qu'il va y avoir du réel politique là-dedans. À un moment donné, il y a des pays qui vont se sentir obligés d'assurer cette sécurité dans le détroit parce que ça va faire trop mal à l'économie. Et je constatais que dans les années 80, je suis allée voir un petit peu quand il y a eu un conflit entre l'Irak et l'Iran, il y avait eu le même genre de problème avec ce détroit et il y avait plein de pays qui étaient allés là-bas pour protéger de manière défensive les pétroliers. Ça s'appelle la guerre des tankers et des tankers. Et la France y avait déployé toute une opération là-bas, justement, dans cette optique de défense. Alors, je serais pas étonnée que si cette crise devait perdurer, avec un impact sur l'économie, que certains pays se sentent obligés de s'impliquer. Oui, elle perdure et elle perturbe. Les deux étaient bons, les deux mots. Chantal, le Canada... est-il coincé ou pas avec ça, vous croyez, Mike Carney? Je ne sais pas exactement. Je remercie Hélène de sa modération sur un peu de fanfaronnade de Donald Trump. C'était poli. Mais je ne suis pas exactement au même endroit. Je ne suis pas convaincue d'abord qu'il y a eu des demandes ou des conversations avec le Canada. Pourquoi? Parce que le Canada n'est pas en mesure finalement de faire grand-chose. Mais je me demande quand... le premier ministre Starmer parle de discussions pour assurer la défense. Je ne suis pas convaincue que ça inclut les États-Unis. J'ai comme l'impression qu'il y a des alliés du Canada qui ne sont pas les États-Unis, qui se parlent entre eux et qui se disent, nous, il faut qu'on s'occupe effectivement de voir si on peut faire quelque chose, mais on ne peut pas le faire ou le vendre à nos opinions publiques si ça se fait sous la direction de Donald Trump. Et là, je vous dis ça, je suis totalement librement, là, je ne suis pas dans le secret des dieux plus que qui que ce soit, mais en regardant aujourd'hui, par exemple, un communiqué sur Israël et la Palestine et Hezbollah, qui était signé par une série de pays européens et le Canada, mais j'ai cherché en vain les États-Unis et je me suis dit, oui, ils ont un intérêt à ce qu'il se passe quelque chose. Peut-être que Donald Trump peut dire, vous voyez, moi j'ai fait ça, mais je vois ça plus comme lui qui se réclame d'une initiative qui ne lui appartient pas, que de lui qui a obtenu quelque chose et qui se prépare à dire, voyez ce que j'ai. C'est une nuance, là. Mais la nuance est importante parce qu'à la fin, je pense que la majorité des électeurs dans tous ces pays-là seraient plus rassurés si ce n'est pas Donald Trump qui dirige l'opération. Ouais. Paul, oui, c'est ça. De vendre une coopération avec Donald Trump, c'est comme difficile dans les opinions publiques, là. Oui, c'est déjà que la guerre est impopulaire aux États-Unis, contrairement à plusieurs autres conflits. Imaginez le niveau d'impopularité de cette offensive américano-israélienne en Iran. Pour ce qui est du détroit, le principal acheteur du pétrole iranien, celui qui a le plus intérêt
à ce que la navigation reprenne, c'est la Chine. Mais il faudrait parler à des experts de la Chine pour avoir le fin détail. Mais ce qu'on peut quand même rappeler, c'est que ce que la Chine souhaite, c'est une désescalade. Elle n'a pas intérêt à ce que le conflit s'enlise, mais elle ne veut pas du tout commencer à se joindre aux États-Unis et à prendre parti, alors qu'on connaît ses relations avec l'Iran. Et la Chine fera aussi, je présume, le même calcul que les autres pays, c'est-à-dire que cette opération serait extrêmement dangereuse et servirait en gros à secourir aux États-Unis qui ont été d'une complètement déstabilisante désinvolture. Ils savaient, tout le monde devait savoir que l'Iran allait recourir à ce moyen. Ce que les experts des affaires stratégiques et militaires disent, c'est que le détroit d'Ormuz permet à l'Iran de mener une guerre asymétrique qui lui permet, avec très peu de moyens, de faire excessivement mal à ses ennemis. Un exemple qui a été rapporté par l'ex-vice-amiral Norman du Canada, c'est que dans les années 80, l'Iran avait dépensé seulement 1 500 $ pour une mine qui avait réussi à mettre hors jeu un navire de guerre de 100 millions de dollars des États-Unis. Donc, voyez un peu le genre de calcul. L'Iran pourrait recourir à un F-5 drone lancé avec 2 minutes de préavertissement, difficile à détecter, et aussi à des mines. Il y a des sources aux États-Unis qui disent qu'elles recommencent à être posées dans l'étroit corridor d'environ 2 km où la navigation peut se faire à l'endroit où le détroit est le plus étroit. Ces mines-là, imaginez, donc si vous êtes engagé dans une opération dite défensive, puis vous vous faites attaquer, est-ce que vous devez riposter? Et donc, est-ce que la nature de votre intervention change radicalement et malgré vous, vous êtes pris dans une escalade aux côtés des États-Unis alors que vous souhaitiez la désescalade? Moi, c'est le calcul que tous les pays font, j'ai l'impression, et que Donald Trump, soit qu'il fasse semblant que ça n'existe pas ou qu'il n'y a pas pensé, mais... Oui, bien là, il dit aujourd'hui qu'il avait deviné tout ça, il savait, mais que... Enfin, bref. Et sur le changement de régime, il dit aujourd'hui... Oui, Chantal? Non, mais il avait prévu aussi, et il l'a écrit, les attentats du 11 septembre. Oui, c'est ça qu'il a dit aujourd'hui, qu'il avait prévu les attentats. Même déclaration. Okay. Cela dit, la Chine a peut-être des intérêts ailleurs, c'est-à-dire les Américains sont occupés, Taïwan nous intéresse, et ça, c'est la prochaine autre chose à surveiller. Oui, oui, en effet. D'ailleurs, il y a eu des fausses nouvelles ce matin à cet égard-là. OK. 1 an de Mike Carney. On en a beaucoup parlé jeudi ici. Tous les journaux ont fait des grands papiers. Vous avez fait des textes, chacun d'entre vous, sur 1 an de Carney. On va écouter on va se rappeler quelques moments de cette année, puis on revient tout de suite. Il y aura une conversation entre moi et M. le Président. C'est le commencement d'une négociation. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables. On ne peut pas contrôler la politique commerciale des États-Unis. Nous sommes prêts quand les Américains sont prêts. On va protéger la gestion de l'offre, trouver des occasions pour notre secteur de l'aluminium, de l'acier, de l'automobile. Le Qatar est profondément connecté au monde. In a world of great power rivalry, the countries in between have a choice. Compete with each other for favor or to combine to create a third path. The middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. Bon, le fameux discours de Davos. Alors, 1 an plus tard, Chantal Hébert, on le sait, les gens le voient, les libéraux caracolent dans les sondages, même dans des endroits où ils étaient très peu populaires. En tout cas, ils montent. Est-ce que Mike Carney a encore le luxe du temps? A-t-il le temps devant lui pour faire atterrir tous ces projets qu'il a dans sa tête puis avec tous les dirigeants qu'il a rencontrés? Il n'y a peut-être pas le luxe du temps, mais il y a un luxe qu'il n'avait peut-être pas nécessairement il y a 1 an, c'est-à-dire qu'1 an plus tard, les gens ne regrettent pas leur vote. Ils ne se disent pas, on s'est trompé, on a acheté la mauvaise marchandise. Pourquoi? 2 raisons. On est encore dans la dynamique des élections fédérales de l'an dernier, c'est-à-dire on choisit la personne qui va gérer Donald Trump. Et là-dessus, M. Carney domine son seul adversaire, Pierre Poilievre, de loin. L'autre avantage, c'est donc Pierre Poilievre. Regardez les sondages depuis qu'on a confirmé M. Poilievre, depuis que les conservateurs ont dit c'est lui le choix aux prochaines élections.
c'est là que les sondages ont vraiment tourné en faveur des libéraux. Alors, le cadeau que Mark Carney s'est fait à lui-même au cours de la dernière année, c'est pas une entente sur les tarifs, c'est pas la paix avec les États-Unis, c'est, jusqu'à preuve du contraire, une espèce de consensus canadien qu'il est la bonne personne au bon endroit et qu'on veut encore le suivre. C'est du capital politique. Je dirais que c'est rare qu'un premier ministre, pendant 1 an, dans ces circonstances-ci, en accumule plutôt qu'en perde. On finit toujours par en perdre. Mais ce n'est pas arrivé au cours de la première année. Oui, parce qu'il est encore pas de journée dans l'accumulation. Ben là, il va s'accumuler une majorité mi-avril. Des dossiers qui pourraient aller le chercher, pour l'instant, ne semblent pas l'atteindre, là, Paul. Bien, bizarrement, il est autant dans l'accumulation de problèmes que dans l'accumulation d'appuis. Et ça, c'est une combinaison assez singulière, voire inédite. Les libéraux n'ont pas été aussi haut dans les sondages depuis les débuts de la pandémie, où on le sait, on était au-delà de la politique. Il y avait une espèce d'effet de ralliement dans une situation de crise. Ça semble assez évident de voir que l'inquiétude, voire l'anxiété générée par toute l'instabilité aux États-Unis, la perte des États-Unis comme allié fiable, bien, cette anxiété profite à M. Carney parce que les Canadiens se tournent vers lui, mais elle lui profite aussi d'une deuxième façon qu'on avait peut-être moins anticipée l'année dernière, c'est-à-dire que puisqu'on se dit que tous ces problèmes échappent en bonne partie à son contrôle et qu'on se dit il fait de son mieux, on a la difficulté de voir qui pourrait faire mieux ou qu'est-ce qu'il pourrait faire de différent. Bien, même s'il n'a pas de résultats concrets à offrir aux Canadiens pour prouver que son approche marche, on lui offre encore le bénéfice du doute et on lui fait encore confiance. Donc ça, c'est la deuxième façon dont l'anxiété encourt l'aide. Puis je dirais peut-être même la troisième, c'est que ça détourne le regard de toutes sortes de problèmes qui habituellement font en sorte que les gouvernements finissent par souffrir de leur usure. Je comprends qu'il n'y a pas d'usure de M. Carney en ce moment, mais je regardais dans les derniers jours, il y avait une annonce de coupe de financement pour l'aide aux personnes itinérantes à Montréal. Personne n'en parle, personne ne fait de lien avec M. Carney. On se dit qu'il est occupé à gérer d'autres choses. Même chose pour les dépassements de coûts dans la gestion de contrats informatiques, puis d'autres dossiers. J'ai l'impression, les courriels que je reçois, c'est quasiment M. Carney n'a pas de temps pour s'occuper de ça. C'est ça, arrêtez de... C'est ça qu'un gouvernement fait, entre autres. Mais... Oui, c'est ça. Mais ça, Hélène... on le sait, ça a une fin. On ne sait pas quand, mais ça a une fin. Il y a un moment donné, la vie va revenir, puis ce qu'il a mis en terre doit pousser. C'est-à-dire qu'il a promis qu'en 10 ans, le Canada allait se tourner davantage en commerce vers les autres. Il faut voir ces chiffres-là bouger un peu, là. Oui. Il y a plusieurs choses. D'abord, M. Carney, ce qui l'aide, c'est qu'il dégage cette aura de compétence. Il nous dit, en quelque sorte, vous êtes entre bonnes mains. Et ça donne confiance aux Canadiens. Mais ceci dit, oui, M. Carney a besoin de temps parce qu'il a fait beaucoup de promesses, il a étalé beaucoup de visions, mais les résultats de ça ne se sont pas encore matérialisés. C'est normal parce que c'est une vision à moyen, voire même long terme, et donc les résultats ne sont pas nécessairement immédiats. Mais par exemple, accélérer l'approbation des grands projets. On n'a pas encore vu de tels grands projets. Ces accords commerciaux internationaux ou ententes diplomatiques qu'il signe en vue d'accroître notre commerce et d'augmenter notre économie, on n'a pas encore vu les résultats de ça. Accélérer la construction de logements, ça reste encore un peu stagnant par rapport aux résultats des années précédentes. Donc, il a déployé tout un arsenal, une certaine agilité administrative dans cette façon de réagir rapidement, mais les résultats ne sont pas encore au rendez-vous parce qu'il a besoin de temps. C'est bon pour lui parce qu'il semble en avoir du temps. Parce que, Chantal l'a bien expliqué, le chef conservateur, en ce moment, ça ne va pas très bien pour lui. Oui, il a été reconfirmé pour l'instant dans ses fonctions, mais moi, je serais loin de parier qu'il sera le chef conservateur à la prochaine élection parce que si ce qu'on pense se matérialise, M. Carney décroche une majorité qui serait peut-être fluctuante au gré des démissions et des élections partielles. Mais quand même, cette élection prochaine fédérale nationale pourrait être aussi loin qu'en 2029, et donc, je ne suis pas certaine que les conservateurs seront aussi patients. Donc, il a du temps devant lui, mais il a besoin de résultats aussi. Oui, il a besoin de résultats. Chantal, un mot, vous vouliez dire? Et celui qui a le moins besoin de temps, c'est Pierre Poilievre, parce que c'est l'inverse, là. Oui,
Mark Carney a besoin de temps pour que ses projets viennent à produire quelque chose, mais ça a quand même changé l'humeur. Hein? Il y a 1 an, les gens étaient angoissés puis un peu désespérés. Aujourd'hui, ils sont tout aussi angoissés, mais ils ont quand même l'impression d'avoir un petit peu plus de contrôle sur leur existence qu'il y a 1 an. Ça peut être un paradis artificiel, mais c'est quand même important parce que la prochaine année, elle va être difficile. Et s'il y a 1 an, M. Trump avait dit « je mets fin à l'ACEUM », Mark Carney aurait été blâmé. Aujourd'hui, si Donald Trump fait « je mets fin à l'ACEUM », la réaction d'une pluralité de Canadiens, ça va être de dire « il n'y a rien qu'on aurait pu faire de plus dans les circonstances actuelles ». L'ACEUM qui sera renégocié à compter de juillet prochain. OK. La CAQ, 12 avril, le prochain ou la prochaine premier ministre sera désigné par combien? 20 576. Je vais vous montrer un tableau. C'est les cartes de membres de la CAQ. Ils ont augmenté de 5 500 depuis le début de la course. Je vous montre un tableau à titre de comparaison. C'est terminé les époques où il y avait des centaines de mille de membres. Là, c'est 40 000 au Parti québécois. C'est le parti qui en a le plus. La CAQ, 20 000. Le Parti libéral, 20 000. Et Québec solidaire, environ, là, le brouillard, c'est environ 20 000. Voilà. Qu'est-ce que vous surveillez, tour de table avant de se quitter, Paul Journet, d'ici la fin de cette course-là qui continue à exister en parallèle de tout ça, là, Paul? Bien, je vais surveiller les débats, évidemment, il va y en avoir 2. Oui, mais je note aussi, c'est quand même particulier que la période de vente de cartes de membres se soit terminée avant les débats. Et ça explique les derniers jours un peu difficiles à suivre où souvent M. Drainville essayait de provoquer les choses, lançait plusieurs idées pour attirer l'attention. Et Christine Fréchette, finalement, le suivait. Elle arrivait quelques jours plus tard avec une version peaufinée de la proposition de M. Drainville. Mais on sentait un besoin presque désespéré d'attirer l'attention pour vendre des cartes de membres. Ça s'est fait très rapidement. Puis le débat où une vision va pouvoir se confronter à l'autre, ça s'en vient. Mais bon, c'est pas parce qu'on annonce un débat qu'il va forcément y en avoir un. On a vu ça dans d'autres courses, quoique l'État dans lequel se trouve M. Drainville va le forcer à tenter le tout pour le tout. C'est ce qu'on imagine. C'est samedi, d'ailleurs. Hein? Ça peut faire mal à l'interne. Ça peut laisser des traces. Très bien. Chantal, cette course, où vous en êtes? Oui. D'abord, 5 000 membres de plus ou moins, dans une course pour choisir le premier ministre, c'est pas particulièrement éclatant, surtout quand on dit ça ressemble au chiffre de Québec solidaire, qui va pas particulièrement bien, mais peut-être dont les membres sont plus fidèles que les caquistes. Oui, les débats, mais néanmoins, il va falloir que M. Drainville réfléchisse à sa position. S'il pense, et il serait le seul, qu'il est dans une course serrée, oui, à ce moment-là, la stratégie de la terre brûlée pourrait l'amener à la terre promise. Mais si ce n'est pas le cas, et ça ne semble pas être le cas, il n'y a pas vraiment intérêt à démolir la personne qui va devenir le prochain chef de sa formation politique, parce qu'à la fin, lui aussi va payer la facture de sa performance, si c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Oui, et s'il veut rester au Conseil des... En tout cas, bref, Hélène. C'est à mon tour de trouver Chantal un peu trop magnanime, de dire que c'est pas particulièrement éclatant. Je suis extrêmement... Tu étais polie. Je dirais pas... Voilà. Je dirais pas que je suis étonnée parce qu'on savait que la CAQ n'a pas nécessairement des assises militantes très, très solides ou profondes parce que c'est un nouveau parti. Mais néanmoins, voici quand même un parti qui offrait la possibilité aux citoyens de choisir le prochain ou la prochaine première ministre du Québec. Et on arrive seulement à 20 000 personnes, ce qui est... En plus, c'est l'équivalent de ce que le Parti libéral avait. Oui, allez-y. Oui. Et c'est l'équivalent de ce que le Parti libéral avait quand ils ont choisi Pablo Rodriguez, alors que le Parti libéral était dans les bas-fonds. Cette course n'a pas réussi à rehausser le profil de la CAQ. Elle n'a pas non plus réussi à marquer une rupture avec le gouvernement, comme M. Carney, par exemple, a réussi à le faire à Ottawa. Alors, c'est à cet égard-là, certainement, une course très décevante pour la CAQ. On me dit, désolé, j'ai dit 5 $.
C'est 15 Oh, mon Dieu. On devait, les Quand gens même devaient une payer aubaine. 15. Mais oui, on aurait pu s'attendre à une poussée un peu plus forte. Qu'est-ce que ça dit sur l'état du parti? On verra tout ça. Merci beaucoup, Hélène, Chantal, Paul. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.